À 15 ans, je gagnais 150 € par jour. Et donc j'étais content. Et puis j'étais au conservatoire avec Belmondo, Girardot, la grande équipe, Claude Rich. J'avais joué comme prof. Et joué comme prof. Et aujourd'hui, ben, quand on regarde les élèves qu'on me présente du conservatoire, évidemment, c'est pas pareil parce qu'ils n'ont pas de professeurs. Donc, ils sont pas terribles à cause de ça, parce qu'au fond, il faut des professeurs pour apprendre. Est-ce que tout ce que tu as vécu là, dans ta jeunesse ou autre, c'est pas ça la vraie école de la vie et qui fait que ce que tu es aujourd'hui par rapport aux autres réalisateurs Eh sont des ben petits bourgeois? oui, parce que tu vois, c'est pareil pour Gabin, pour Aznavour, ce sont des types qui ont souffert. Ils ont vécu la vie des rues, des machins, ils ont participé à des trucs plus ou moins. Tu vois, pour bouffer, ils chantaient à l'entracte, Aznavour chantait au théâtre Michel à l'entracte, il arrivait à l'entracte, il chantait. Il y avait Darry Cole qui jouait du piano dans un cabaret, après il y avait De Funès qui jouait aussi du piano. Enfin, c'était une autre époque, et Gabin, il chantait dans des beuglants et tout ça. Donc, et aujourd'hui, tous ces jeunes acteurs ou actrices, c'est des mecs qui ne souffrent pas. Ils vont bouffer tranquillement dans des bons restaurants à 3 étoiles ou 2 étoiles. Et ils se dépensent 40 ou 50 balles, 50 € par tête de pipe. Mais à l'époque, les gars, ils bouffaient des sandwichs. Nous, on bouffait des sandwichs avec du lait condensé. C'était pas pareil. Alors aujourd'hui, il fait bouffer du lait condensé sur une baguette à un mec ici du cours Florent ou du machin. Il ne mangera pas, Alors donc nous, ben, on était des aventuriers. Et ces aventuriers ont peu à peu disparu à cause de la civilisation. Il y a eu la CEDIC, il y a eu les gens enfin, il y a eu plein de novations, heureusement pour les intermittents du spectacle, mais je veux dire, ils sont devenus un peu plus, pas riches, parce qu'ils n'étaient pas riches, mais je veux dire, sans avoir besoin de travailler, de faire des petites besognes, ils étaient capables de croûter, de se payer un paquet de frites, tandis que nous, pour un paquet de frites, on ne pouvait pas se payer, c'est ça le problème. Est-ce que ça devient de là aussi, alors je relance là-dessus, ce côté, euh, bon, toute cette classe de gens dont tu me parles et tout, les Gabins, tout ça et tout, enfin je veux dire, quelque part, c'est tous un peu des anards, entre guillemets, hein, Ouais. c'est pas des anards encartés, mais c'est, je veux dire, le Mais, côté racine populaire. oui, parce que le peuple, c'est lui qui a fourni les plus grands acteurs. C'est le peuple. C'est dans le peuple, mais même en Amérique. Gary Cooper, John Wayne, c'était des vachers, c'était des mecs qui s'occupaient de chevaux, c'était devenu des stars. Donc aujourd'hui, il n'y a que le populaire qui peut devenir quelque chose, comme Coluche par exemple, ou des gens comme ça. C'est eux qui sortent vraiment du peuple, qui peuvent devenir des stars, parce ils ont une étoffe à l'intérieur, ils ont quelque chose. Les autres, c'est des ectoplasmes, c'est des petits jeunes bien gentils, tout ça, les Dussolier, les Berléand, tout ça, on dirait des agents d'assurance ou des je sais pas quoi. Alors moi, ça me plaît pas, c'est-à-dire je les fais pas travailler. Et je travaille en principe qu'avec des gens comme Dominique Pinon, comme Galabru, comme Claude Brasseur, comme des gens qui ont des gueules, comme Piccoli. Ce sont des types qui ont une personnalité. Les autres, je travaille pas avec eux. Il paraît que ton meilleur public, c'est toi qui me l'avais dit la dernière fois quand c'était au téléphone, c'était genre, surtout au début quand c'est ressorti les polars et tout, c'est les taulards. C'est vrai? Ah oui, non, parce que les taulards, si tu veux, ils ont un point commun avec moi, sauf que j'ai jamais été en prison, c'est que c'est souvent des anarchistes, c'est souvent des gens qui sont devenus truands parce qu'ils n'aimaient pas la société, parce qu'ils étaient contre la société. Donc, quelqu'un qui est contre la société, bon, il peut se borner, comme moi, à faire des films contre la société, mais les autres, pour une espèce de revanche, ils font des hold-up. Ils font des trucs et des braquages et des machins et des trucs, parce que ils se retrouvent en tôle. Et alors, en tôle, qu'est-ce qu'ils ont comme film? On leur présente des films, et quand ils tombent sur Solo, l'Albatros ou des films comme ça, ils se sentent proches du personnage que j'incarne. Donc, ils m'aiment bien, quoi. C'est pour ça que les truands m'aiment bien, parce qu'ils ont l'impression, si tu veux, que s'ils faisaient du cinéma, ils joueraient des rôles comme moi. Il y en a qui t'envoient des lettres de temps en temps ou... Moi, j'ai sorti avec quelques comédiens, on a sorti Knobel Peace, qui joue dans mes films. On a des lettres, quelquefois, de prisonniers qui nous disent « Monsieur Mocky, on a vu Solo, quel film, etc. » Là, et puis, on a vu l'Albatros. Enfin bon, ce sont les films, un seul n'a pas de poche, ce sont les films qui plaisent le plus, quoi. Parce que j'incarne un personnage, moi, Mocky, comme acteur, j'incarne un personnage, un réprouvé, quelqu'un qui est contre la société, donc il s'identifie.
Oui, est-ce que... oui, alors un autre truc qu'on te reproche aussi, c'est le côté... oui, puis toi tu te mets aussi un peu là-dedans facilement, la grande gueule, quoi. On va t'inviter à la télé parce Ah que... oui, mais alors ça, c'est mais est-ce que t'es pas autre chose quand même, Oui, hein? non, mais la grande gueule, ça, c'est un problème, c'est le défaut de la télé. C'est-à-dire que à la télé, il y a toute une bande de mecs qui passent dans les émissions. On sait pas. D'abord, il n'y a pas tellement de confrères, metteurs en scène qui passent. Mais quand ils passent, ils disent deux conneries, ils disent rien. Ils se singularisent pas, ils osent pas parler, ils osent pas dire du mal d'un tel ou de telle chose, par exemple, qui se passe dans le gouvernement ou dans la société. Alors que moi, je le dis, mais je me suis créé un personnage comme ça, de gueulard, parce que ça m'a attiré quand même pas mal de public, parce que je représente justement, non seulement pour les prisonniers, mais pour les gens qui ne sont pas prisonniers, tous les gens qui ont quelque chose à reprocher à quelqu'un ou à quelque institution se retrouvent en moi. Et quand je sors dans la rue, à cause de ces émissions de télé, les gens m'abordent comme si j'étais un tribun, comme si j'étais Che Guevara ou je ne sais pas qui. Ils me disent « Ah, bravo, vous avez parlé de ça, ah, c'est vrai ». Et puis alors, la communauté noire, c'est formidable parce que je suis populaire chez eux. Je les aime beaucoup déjà, mais même, j'aurais pu les aimer et eux ne pas m'aimer. Mais ces gens-là, ce soit un conducteur d'autobus, un type qui ramasse les ordures ou un balayeur, ils me serrent la main. Ils enlèvent leur gant, monsieur Moquillon. Alors, ça, c'est ma fierté, c'est-à-dire d'arriver, grâce à ces émissions de télé, de susciter une sympathie, de sentir qu'ils sont contents que je dise ça. Alors, certains n'ont pas vu les films, mais ils pourraient les voir. Si quelqu'un me leur présentait, sans doute qu'ils aimeraient ces films. Mais c'est pas forcé qu'ils les aient vus, hein. Quelques-uns les ont vus. Une anecdote sur Solo, qui est un film personnellement que j'adore. Tu l'as sorti en plein 68. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que nous tous, à l'époque, on voulait faire la révolution. On pensait qu'on était en 1789. Bon, on n'était pas en 1789. On n'a coupé la tête à personne. Il y avait des Saint-Just d'opérette, des Robespierre d'opérette, des Danton d'opérette. Et finalement, ça a capoté complètement cette révolution. Par contre, il y avait des jeunes qui, eux, étaient mordus, ils étaient très mordus et ils y croyaient. Et quand ça s'est arrêté, ils ont continué, eux. Et c'est l'histoire de ces gars-là que j'avais entendu dans un cabaret, dans un café de Dupont-Latin à l'époque, qui se trouvait au boulevard Saint-Michel et qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un magasin de fripe. Et ces étudiants disaient, on ne va pas s'arrêter là. Oui, il faut continuer. C'est tous des salauds, ils font des partous au Béziné, ils piquent du pognon, etc. Ils baisent nos jeunes filles, tout ça. Et alors les gars, ils voulaient continuer. Et puis malheureusement, ils n'étaient pas nombreux. Alors ça a donné par la suite les Brigades Rouges en Italie ou Action Directe, quand ça a été très loin. Mais c'était des insatisfaits de mai 68, c'est-à-dire des gens qui voulaient que la révolution existe. Et elle n'a jamais existé. Et aujourd'hui, moi, je rencontre des vieux 68 heures, parce que moi, je n'ai jamais été 68 heures. J'ai examiné la situation. Et quand j'ai sorti Solo, tous les partis ont dit que le film était bien. C'est-à-dire, j'avais les communistes, j'avais les socialistes, j'avais les gens de droite, tout le monde a trouvé que ça était formidable, parce que tout le monde avait besoin de réagir à ce moment-là. Donc, comme il ne se passait rien, tous les types ont été déçus. Dans tous les partis, finalement. Ils voulaient tous changer quelque chose, ils n'ont rien changé. Et aujourd'hui, on n'est pas loin de 68. On est en train de fêter 60, en disant que le Solo est un des films importants, dit Télérama, avec 2 ou 3 autres films. Et ils ont retrouvé Solo. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a chez les ouvriers, plus particulièrement dans la SNCF, un mouvement qui pourrait, je dis entre guillemets, ressembler à 68. Mais il n'est pas, on n'a pas allumé la mèche. C'est-à-dire, tout est prêt, mais la mèche n'est pas allumée, et qui l'allumera, ça, mystère. Ouais, peut-être qu'elle ne s'allumera jamais d'ailleurs. Mais enfin, l'autre fois, j'étais à Brive, j'attendais un train, il y a le chef de gare qui me dit, Moki, alors, à quand la révolution? Il pensait que j'allais la faire tout seul. Et il était prêt, si tu veux, à aller vers ça. Donc, chaque fois qu'on va dans... Ça ne peut pas continuer, je ne peux plus bouffer. Il y a le mec, le lait, ça coûte tant. Enfin, tous les trucs d'aujourd'hui. Mais les gars, pour le moment, disons, ils ne bougent pas, quoi. Ils bouillonnent, mais ils ne bougent pas. Ça, c'est le chapeau de Solo, mais c'est aussi le chapeau de Serrault dans Grabuge. Alors, donc, c'est un chapeau qui a orné plusieurs têtes célèbres. Et alors, voilà. Mais c'est un chapeau qui n'est pas très cher. Je
crois qu'il vaut dans les 20 euros, 30 euros. Donc. Mais il a fait son temps, et moi je l'avais dans Solo, l'Albatros. Après, Serrault l'a eu dans Les Grabuges. Voilà. Impec. Voilà, mes amis. Le cinéma, pour les gens, c'est dépenser du pognon, du pognon, du pognon. Quand je vois les devis de certains films, comme Astérix, par exemple, 70 millions d'euros, des enfants qui crèvent de faim, des SDF qui crèvent de faim. Moi, on me donnerait 78 millions d'euros pour un film. Je prendrais 10 millions d'euros et je les balancerais à des mecs qui n'ont rien. Et je ferais le film avec 68 millions d'euros, ce qui est déjà beaucoup. Tandis que ces gens-là, ils dépensent, ils claquent. Et l'autre fois, j'ai vu une fille, metteur en scène jeune, elle a construit un décor, et puis elle l'a fait balancer, elle a dit « Ah, mais ça me plaît pas, etc. » Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et quand il y a des gens qui crèvent de faim, le cinéma, bon, c'est un plaisir de faire du cinéma, mais ce n'est pas nécessairement des films chers qui sont les meilleurs. Et quand mon ami Gus Van Sant, que j'adore, fait Elephant en 14 jours, il gagne la Palme d'Or. Et en face de toute une bande de cons qui ont dépensé plein de pognon. Donc, on peut avoir des résultats avec des films pas chers. Alors voilà, ça c'est Les Dragueurs, mon premier film qui fut un énorme succès, non seulement français, mais international. Il a été présenté aux États-Unis, présenté au Japon où il a été un gros succès, et en Italie où il a été la 3e recette de l'année en question, c'est-à-dire de l'année 60. Ça a été quoi le déclic de ce film? C'est quand même ton premier film, tu es devenu réalisateur, pourquoi? Non, parce que j'ai fait une centaine de films comme acteur, avec des petits rôles, des grands rôles. J'ai fait des films avec Antonioni, j'ai fait des films, j'étais l'assistant de Visconti, etc. Fellini, donc j'ai fait énormément de trucs. Et je me suis retrouvé dans des films où je trouvais que c'était pas très bien, quand j'avais des rôles à la con. Et donc j'ai décidé un jour de faire des films. Donc j'ai voulu commencer par La tête contre les murs, mais malheureusement j'étais trop jeune, donc j'ai joué le rôle principal, mais j'ai pas fait la mise en scène. Donc après j'ai enchaîné avec Aznavour ce film-là, parce que j'avais rencontré Aznavour à La tête contre les murs, je lui ai fait faire ce film-là, Les Dragueurs, qui a été un triomphe et qui m'a fait connaître. Mais j'étais pas dans la nouvelle vague, parce que Robert Hossein, Roger Vadim et moi, on n'était pas bien avec Truffaut, Godard, Chabrol. À l'époque, hein, après on est devenus copains. Mais eux, ils sortaient du journalisme, et nous, on sortait de la profession. C'est-à-dire, nous, on était assistants, tout ça, on était vraiment des pros. Tandis qu'eux, c'était pas des pros, c'était des très bons journalistes, mais au départ, ils connaissaient pas le boulot. Alors, est-ce que c'était facile à l'époque de monter un film comme ça? Ça a été facile, ce premier film? Oui, c'était assez facile, si c'était pas cher. C'est-à-dire, la différence qu'il y a entre aujourd'hui et l'époque, c'est que Lelouch, avec Un homme et une femme, moi, avec Les Dragueurs, Godard avec À bout de souffle, Truffaut avec Les 400 cons, on faisait des films pour 3 francs. C'est-à-dire 45 000 balles, 450 000 balles de l'époque, ce qui représente aujourd'hui à peu près 70 000 euros. On faisait des films avec des vedettes et tout ça, en 35 et en studio et tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des jeunes réalisateurs qui n'ont jamais rien fait et qui ont des budgets de 10 millions d'euros, de 15 millions d'euros. Alors, pourquoi? Parce que comme nous possédions à l'époque le Final Cut, c'est-à-dire nous avions le droit de finir les films comme on voulait. Alors ça posait des problèmes aux producteurs, et les producteurs, peu à peu, ont préféré travailler avec des jeunes qu'ils avaient sous leur coupe, et ils lui disaient par exemple à un jeune, ben, toi tu vas couper ça. Exemple Besson qui est une espèce de despote qui dit à Krasvik, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci. Et alors ils ont repris du poil de la bête, les producteurs, et pour pallier au fait qu'ils voulaient des films commerciaux, pas des films de branleurs, de type qui avaient des idées, etc. Donc ils s'assuraient les services d'un jeune à qui ils donnaient un très gros budget. Je voulais que le cinéma me permettent de parler de grands problèmes sociaux. J'ai traité beaucoup de films, jusqu'au football, la violence à mort l'arbitre, ou le miraculé sur les catholiques pèlerins, etc. Et puis après aussi la grande lessive sur l'abus de la télévision par les enfants, etc., etc. Ça devient d'où, cette volonté de dire je vais dénoncer ce qui va mal dans la société? Parce que je me suis pris un peu pour Zorro, quoi. C'est-à-dire, je trouvais que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, ne faisaient pas leur boulot. C'est-à-dire qu'ils n'aidaient pas justement ce genre de film, contrairement à l'Amérique où Dustin Hoffman et Redford faisaient les hommes du président en dénonçant M. Nixon
en disant que c'était un président pourri, etc. Ici, on ne pouvait pas le faire, c'est-à-dire on ne pouvait pas dire que Giscard d'Estaing était pourri, par exemple, on ne pouvait pas le dire, donc on ne faisait pas le film. Alors après, on ne pouvait pas dire qu'il y avait des pédophiles chez les curés, on ne pouvait pas le dire, mais alors on ne le faisait pas non plus. Alors finalement, on ne pouvait pas dire que le trou de la sécurité, ça venait de ça, ou les hôpitaux étaient mal gérés, il y avait la maladie des gens qui vont à l'hôpital et qui gobent un truc. Tout ça, les cobayes humains, on ne pouvait pas en parler. Dire qu'il y avait des étudiants qui ont essayé des médicaments pour gagner du temps, les produits pharmaceutiques qui gardaient, pour ne pas faire des expériences sur les animaux pendant 10 ans. Mais tu l'as quand même dit, toi, t'as pas arrêté de dénoncer. Ah, mais j'ai fait tout ça, oui, j'en ai fait 50 de films. Après, j'ai fait la peine de mort aussi, au moment où la peine de mort n'était pas abolie, on a fait Le Témoin, qui est une année avant que Badinter obtienne l'abolition de la peine de mort. On a fait les agences matrimoniales, on a fait la politique, on a fait les assassinats politiques, on a fait la justice, les juges d'instruction. Les derniers trucs, tu as fait même les pédophiles. Les pédophiles, voilà, les balais écarlates. Alors ça, c'est encore un autre truc. C'est un journaliste comme toi qui est venu un jour me voir pour faire une interview. Alors il chialait, il pleurait. J'ai dit, qu'est-ce que t'as, toi? C'est pas moi qui te fais pleurer. Il dit, non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a enlevé ma petite fille de 9 ans sur un banc. Et pendant que j'allais poster une lettre, et elle est revenue complètement traumatisée, etc. Le gars était dans tous ses états, ce journaliste-là. Et j'en ai, avec ma femme, on a été vraiment frappés on a été voir la petite fille et tout ça. Et on a dit, il y a une bande de salauds. Mais alors la différence entre le pédophile qui est le malade, qu'on présente toujours à la télévision ou dans les actualités, c'est que le pédophile est un malade, c'est quelque chose, c'est un truc, ça existe. Effectivement, il y a des mecs qui sont cotarés. Mais ce qui existe aussi, c'est les réseaux. C'est-à-dire réseaux de pédophiles, des mecs qui sont tout à fait normaux, comme toi et moi, et qui se mettent en groupe, comme pour une partouze, mais en utilisant des enfants. Et ça, il y a là-dedans beaucoup de gens. D'ailleurs, mais pas du tout les gens d'Outreau qu'on a sortis, là, ça c'est encore autre chose. Ça c'était une dénonciation d'une cinglée qui a dénoncé un curé, un machin, ça. C'est pour ça que moi j'ai pas mis de curé dans mon truc. Et j'ai mis un député, et le résultat, c'est que le film a été interdit complètement, il n'est jamais sorti. Et malgré l'insistance des associations contre les pédophiles, bon, il y avait Innocence en danger, machin, La voix de l'enfant, etc. Malgré l'appui de ça, Mme Chirac et Mme Ségolène Royal n'ont rien fait pour le film. Le film n'a jamais été acheté. Et mieux, FR3 a consacré un dossier sur la pédophilie, mais surtout pas avec mon film. Parce que, justement, on disait, ah ben, si c'était le moment des élections, on a dit, si jamais on voyait qu'il y a un député qui est pédophile, ça risque de gêner les élections, etc. Donc, excuse-moi, quoi, Ségolène Royal ben, on leur a demandé d'aider le film. Une fois qu'on l'a fini, personne n'en voulait. Alors, on a dit, bon, ben, Madame Ségolène Royal avait déclaré qu'elle avait des enfants, que c'était dégueulasse, que quand elle serait au gouvernement, elle ferait quelque chose contre les pédophiles. Et quand on lui a présenté le film, elle ne nous a même pas répondu, elle ne nous a même pas examiné notre dossier, ni rien, malgré l'appui des associations. Et la Marche Blanche en Belgique et tout ça qui était avec nous. Mais ben voilà, c'est tombé à l'eau. Madame Chirac m'a reçu à l'époque, quelques temps avant le fait. Alors elle a téléphoné à Carolis, à l'antenne 2, et à ce moment-là, Carolis a dit je vais peut-être faire quelque chose, mais entre-temps, elle s'est fâchée avec lui parce qu'il avait diffusé un truc sur Chirac qui ne plaisait pas. Bon, enfin, il y a eu un bordel. Donc finalement, ni la droite ni la gauche n'a appuyé ce film qui est resté. Maintenant, il est en vidéo. On en a vendu pas mal d'ailleurs parce que comme il n'est pas sorti, mes fans l'ont acheté, mais en DVD dans ma collection pâté. Donc il a vécu comme ça. D'accord. Assieds-toi. Voilà. On va continuer l'intervention. Parce que j'ai perdu mon chien hier, il est mort et ça m'a foutu un coup, quoi. Mais enfin bon, c'est pour ça que je suis en retard aussi, parce que j'ai dû aller l'enterrer dans la campagne. Alors ça m'a pris du temps et maintenant je suis en retard, donc il faut que je m'en aille. Voilà mes amis, à bientôt. Mettez pas tout dans le même truc parce que vous allez voir. Et si tu as besoin de quelque chose, moi je te donne, laisse-moi ton adresse sur un truc que je te faxe le nom du...